Allez, on s'intéresse à l'actualité, hein, Tamba. Mon cher Jacques, un procès des massacres du 28 septembre, la partie civile, requiert donc la comparution de KPC. C'est pas passé inaperçu. Hein? C'est pas passé inaperçu. En tout cas, ça n'étonne pas assez parce que depuis les auditions, il y a cette histoire de camion qui était revenu plusieurs fois, puisqu'il y a même jusqu'à présent problème autour du nombre exact des victimes enregistrées le 28 septembre 2009, puisque la communication officielle à l'époque du ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques faisait état de 57 morts, et c'est justement ces 57 corps qui ont été récupérés dans les hôpitaux nationaux et qui ont été donnés aux différentes familles à la grande mosquée Faisal. Donc le reste des corps, et qui va maintenant donner le nombre relayé plusieurs fois par les institutions internationales comme les Nations Unies, c'est 157. Donc vous avez au moins plus de 100 corps qui restent aujourd'hui introuvable. Donc on ne sait pas, on parle de fosses communes. On indique donc qu'il y a eu, n'est-ce pas, des camions qui ont été utilisés, et ces camions seraient donc des camions de Guicopress qui ont aidé à transporter, n'est-ce pas, ces corps-là. On parle également des camions de l'armée aussi, puisque le témoignage, ou disons la déposition de feu général Toto parlait de ces corps qui ont été envoyés au camp Alpha Diallo, et qui par la suite ont fini par disparaître. Je pense que au fur et à mesure qu'on avance dans le procès, on est en train de découvrir des choses, et nous l'avons dit la dernière fois, c'était des interrogations de Tamba autour de la sortie de maître Paul Yomba Kourouma. Il disait si c'était du bluff, d'accord, mais si ce n'est pas du bluff, ce serait quand même extrêmement grave. Et nous avons l'impression que depuis sa sortie, il a mis le procès à son niveau, donc là où il a voulu. Désormais, les discussions tournent autour, les langues se délient, d'abord autour de la présence du capitaine Dadis. Si auparavant certains avaient des doutes sur la communication de Paul Yomba, il commence désormais à se poser des questions, et s'il disait vrai. Et puis évidemment des témoignages qu'on entend, notamment de quelques sources militaires et de quelques sources des renseignements militaires, des renseignements civils aussi, qui sont exploité, mais véritablement par la partie civile, le parquet et l'autre défense dans ce procès, notamment le camp de Toumba Diakité, qui essaye de montrer qu'il y a notamment une action que Dadis a opérée ce jour, et qu'il n'accepte pas de dire clairement, n'est-ce pas, à l'opinion nationale. Et je crois que la demande de la comparution de KPC s'aligne sur toutes les autres demandes qui ont été déjà formulées, aussi bien ce qui concerne celle de Alpha Condé et du général Sekouba Konaté, qui doivent, si vous voulez, venir pour répondre des accusations portées contre eux par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est venu avec, si vous voulez, sa propre ligne de défense, la théorie du complot, qui doit être étayée, qui doit être appuyée par des éléments tangibles. Les accusés, ce sont les deux personnalités qui sont à l'étranger. KPC, lui, il est au pays, c'est pour le transport des corps. Il y a des accusations qui ont été portées contre lui. Il va falloir... Contre sa société, hein. Oui, contre sa société. Voilà. Après, je comprends très bien. C'est toujours la tête qu'on voit, et puis voilà quoi. Et en même temps, voilà, ça corrobore un petit peu, parce que on entendait un petit peu les blogueurs, évidemment, dénoncer KPC de gauche à droite. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Je crois même, on parlait des Mandian Sidibé, qui a été, alors que ce procès n'avait pas encore, en tout cas il n'y avait pas de date, n'avait pas été programmé, il a fait plusieurs dénonciations. Et lui, dans sa communication, il avait parlé justement de ces camions de KPC. Mais il y a également le directeur du centre à l'époque des faits, du stade, pardon, à l'époque des faits, dont le nom revient,
même si pour l'instant il n'y a pas de demande formelle, mais il y a beaucoup de noms qui viennent. Donc ça ne nous étonne pas. Je crois qu'on était préparé à ce que beaucoup de personnes soient invitées à venir, même à titre de témoins, répondre aux questions des grandes gueules. On a vu Baouri la dernière fois dans ce studio qui demandait à parler, évidemment. Allez-y, mon cher Obi. Oui, mais cela ne veut pas forcément dire leur proximité ou leur implication dans les événements du 28 septembre, parce que je vois un peu la réaction des gens sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la demande de comparution de KPC, c'est tout simplement parce que dans le procès, il y a le nom de son entreprise qui est cité, notamment son entreprise, qui aurait été réquisitionné, les camions de son entreprise, qui auraient été réquisitionnés par le président Dadis pour transporter les corps. Cela ne veut pas fondamentalement dire que l'homme est impliqué ou a une proximité avec les événements du 28 septembre. Mais la Cour essaye de comprendre les niveaux de responsabilité au niveau de la réquisition des camions. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il a donné l'ordre pour que ces camions soient utilisés? C'est là où la Cour va essayer de comprendre. Mais encore une fois, les témoins qui vont comparaître à ce procès, ce sont des gens qui, à un moment donné, la Cour estime qu'ils ont soit des informations ou peuvent éclairer la lanterne des juges afin que les décisions plus judicieuses soient prises. Moi, je veux dire encore une fois que ce n'est pas étonnant. Dès le début, on a dit que c'était un procès à rebondissement, c'est un procès historique pour notre pays et je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Je crois qu'au-delà de Guy Copresse, je pense que d'autres personnes aussi vont être citées pour expliquer leur connaissance des faits. Voilà, c'est comme si nous aussi on peut nous interpeller du côté des médias de Radio Espace, parce qu'on était là-bas au stade. Ousmane Tounkara était au stade le jour du massacre. Oui, on a appelé en direct. Ben voilà, donc on peut aussi témoigner. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara, quelle compréhension mais est-ce que vous savez pas, beaucoup de nos éléments sont exploités par beaucoup d'avocats. Mais c'est ce que je dis. Les audios, déjà. C'est déjà assez. Ce jour-là, on était ici avec Aboubacar Camara du côté de la RTG. On faisait le direct, évidemment. Ousmane Tounkara était au stade. Et c'est comme si c'était hier. On peut diffuser l'élément. Donc si on veut nous entendre aussi de ce côté, pourquoi pas. Allez-y, Mohamed. Quelle autre lecture de compréhension sur ce qui est en train de se passer du côté de ce procès, Mohamed? Alors, que les avocats demandent la comparution de monsieur Kerfala personne Camara, moi ça ne me surprend pas. En qualité, j'imagine que ce sont en qualité de témoin, parce que c'est pas maintenant que son nom intervient dans ce dossier. Vous vous rappelez déjà du tout premier rapport des Nations Unies. C'est dans ce rapport, pour la première fois que moi j'ai lu justement, le nom de monsieur KPC, pas lui personnellement, mais l'implication de ces... Non, pas l'entreprise en tant que telle, mais l'utilisation de biens appartenant à son entreprise. Alors, il n'était même pas le seul civil. Il y a le doyen, le grand frère Istokera, dont le nom, par exemple, est dans ce dossier. Il y a pas mal de civils. Maintenant, à un moment ou à un autre, on s'attend tous à ce que les gens viennent pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont auteurs, co-auteurs ou complices de quoi que ce soit. J'ai envie de comprendre, mais quand on dit réquisitionner une entreprise. Alors, lorsqu'on dit qu'on a réquisitionné ces camions, il n'en a plus, si vous voulez, la responsabilité entière. Justement, voilà. C'est-à-dire que l'État, disons l'armée, prend pendant un laps de temps, si vous voulez, quasiment possession de son bien et l'utilise. Alors, dans son cas précis, c'est qu'il s'est dit pendant longtemps. Alors, il faudrait bien, avec le temps, que cela soit clarifié, que d'ailleurs, dans la dite réquisition, que ces chauffeurs n'étaient pas à bord des camions. Parce que ça pourrait tout changer. Si effectivement les camions ont été réquisitionnés, parce qu'habituellement, quand l'État a besoin de vos biens, généralement des camions comme cela, peut-être pour des raisons de travaux publics, c'est avec les chauffeurs qui ont l'habitude de manœuvrer. Mais si effectivement, parce que n'oubliez pas que le génie militaire a ses propres camions, a ses propres Caterpillar. S'ils avaient besoin de renfort et qu'ils aient pris peut-être 2, 3 ou 4 camions chez Guy Copresse, et en dehors, et ça quand même, ça peut se comprendre. Parce qu'ils peuvent bien faire descendre les civils qui sont à bord. Parce que imaginez... Oui, mais là, il faut bien préciser que réquisition demande une norme administrative, parce que ça demande à ce que un document soit établi pour demander. Forcément. Non, Mohamed Mara, réquisitionner, aller prendre et réquisitionner, c'est très différent. Réquisitionner, ça demande forcément un acte administratif. Oui. D'accord. Dans le cas de charge, par exemple, des radios, j'ai tapé réquisitionner une radio. Mais avec une demande. Évidemment. Tenons compte d'une chose importante. Les circonstances.
à l'époque, c'était quand même l'armée. C'est comme maintenant. Imaginez que le colonel appelle un KPC, un cabaguitaire pour dire « Nous avons besoin pour des travaux d'urgence. D'ici le matin, on a besoin de 3 de tes camions. » Je ne sais pas s'il va demander que la présidence lui envoie un mot. Parce qu'il y a les textes. Je parle aussi des pratiques. Je veux, encore une fois, je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Je veux qu'on se replace dans le contexte. Voilà. Tout ça, les juges vont s'en charger, bien entendu. Ils vont démêler les chevaux dans tout ça. Ce que je dis en ce moment, c'est que tout ce qui a été dit depuis cette période jusqu'à maintenant, c'est que les camions ont été réquisitionnés par l'armée, ça c'est un. Secondo, que les civils qui étaient à bord avaient été débarqués des camions. Ce qui fait que pratiquement seuls les militaires qui ont conduit ces camions peuvent savoir à peu près qu'est-ce qu'ils avaient à bord, quelle est la quantité, s'il y avait des corps à bord, quelles en étaient les quantités, les trajets, s'il y a eu des escales, les différentes péripéties de voyage, où ils sont allés les enterrer. C'est en fait cela. Donc, en réalité, jusqu'à présent, c'est pourquoi je vous disais que je trouvais que l'instruction de ce dossier a été très mal faite. Je ne comprends pas que 13 ans après, il n'y ait jamais eu de transport judiciaire. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris je ne comprends pas qu'à aucun moment on ait cherché même, parce que c'est quand même c'est pas des génies qui ont conduit les camions, c'est bien des humains. On n'en sait rien. On est parti, on a attaqué directement le sommet avec des suppositions en espérant qu'en frappant à tout va que des choses pourraient être révélées. Et c'est là-dessus qu'on est. Mais il y a des hommes qui ont exécuté des choses. On n'en sait pas. Maintenant, je veux revenir sur le cas particulier du KPC. Il y a quelque chose... moi, il y a un petit hic dans cette histoire dans ma tête. Vous connaissez quand même la proximité de KPC avec le général Sekouba. Leur amitié à l'époque, c'était un secret de Polichinelle. C'était une amitié assumée. Si ces massacres, comme le dit M. Camara Dadis, ont été effectués en faveur du général Konaté, est-ce que vous voyez Konaté et KPC en train de mettre leurs camions à la disposition de Dadis pour cacher ces crimes? Ou les crimes supposés? Moi, je veux bien quand même qu'on y réponde. Est-ce que KPC, qui était proche de Sekouba, pouvait travailler pour le compte de Dadis, pour cacher les crimes de Dadis, sachant bien que ce qui se passait était en faveur de son ami, le général Konaté? Je trouve que là, quand même, il y a un petit souci. Il y a quand même des équivoques à lever. Mais ce qui est apparent, ce qui semble clair de plusieurs sources, c'est qu'il y a eu bel et bien réquisition donc, de la part de l'armée. Mais ce que je veux aussi dénoncer, j'ai dit tout à l'heure que pour moi, l'instruction a été très mal menée. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que ce sont quand même les avocats de la défense qui mènent ce procès. Quel que soit ce qui se passe au niveau de la défense, et l'une ou l'autre des défenses, que ce sont ces deux-là qui impriment encore le rythme à ce procès. C'est ça qui m'inquiète. Sinon, on a l'impression que toujours la partie civile attend le passage complet des avocats de défense pour ensuite surfer sur ceux qu'ils ont déjà révélés. Alors je me pose quand même des questions sur le sérieux de leur préparation. Moi je me pose des questions. Et vous voyez, il y a cette fameuse question qui a été soulevée de l'un des avocats même de cette partie civile qui a dit il y a des choses qu'on ne dit pas. On a étouffé des choses. On a même renvoyé des avocats parce que ces avocats voulaient faire toute la lumière. Je dis encore une fois, Lamine, je vous l'ai dit depuis le début de ce procès, qu'il y a énormément de choses qui vont nous surprendre. Et je pense que ça commence. Je pense que maintenant, ça commence. La dernière chose que j'ai envie de dire, Monsieur Dadis Camara a beaucoup changé d'attitude. Je crois que c'est maintenant qu'il prend véritablement l'ampleur de ce procès. C'est maintenant qu'il commence à réaliser en réalité ce qui se passe. Et parce qu'il y avait tellement de désinvolture dans sa posture, dans ses prises de parole, dans son raisonnement. Pendant le premier tiers de son passage, envie de donner une direction au justement, procès. Oui, il semblait. La question que je me pose, c'est si Dadis
puisqu'il appartenait à la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion. Je n'ose pas imaginer si Dadis, au lieu de faire économie-finance, il avait fait droit. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce scénario. Pardon, Dadis avait fait droit. Et que maintenant, Dadis est face à la barre. Eh, Dieu, on aurait entendu des choses. Mais je dis encore une fois, le cas de Dadis, si sa présence à Marokana arrivait à être prouvée, Lamine, cela changerait complètement et définitivement la perception des Guinéens sur Dadis Camara. Parce que malgré l'énormité des charges quand même qui semblent peser sur lui, il bénéficie encore d'une certaine dose de sympathie. Les gens l'ont toujours perçu comme certes un homme excessif, mais un homme entier et sincère. Je vois, Mais la présence de Dadis à Marokana, si elle est prouvée, ça veut dire que Dadis serait tout simplement un psychopathe, manipulateur. Il a dit, il n'est pas fou. Il l'a dit, Mohamed. Non, psychopathie ne veut pas dire folie. Il faut voir. Non, mais j'ai bien compris. Dans le sens technique du terme. J'ai bien compris. Ça veut dire que dans ce cas, il serait simplement un mytho, un psychopathe et très froid. Mohamed. Il nous aurait manipulé depuis 2008. J'ai dit si. Parce que si cela est prouvé. Voilà. Lamine. Voilà. Je me poserai une seule question. Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait en confiant le pays entre Mohamed, pardon. Voilà. J'espère pour lui qu'il n'était pas à Marokana. Bien, allez, bénéfice du doute, c'est très important. Allez-y, mon cher Tamba, vous avez suivi aussi ce procès, mon cher ami. Alors, il y a quand même une chose qui revient. De plus en plus, on demande à des acteurs de prendre la parole, et c'est de bonne guerre, c'est pour étayer un certain nombre de faits qui sont évoqués, mais qui recèlent encore quelque part d'ombre. Tout le monde parle depuis toujours de ces camions de Guicopress, mais personne ne nous dit jusque-là, est-ce que KPC a dû concéder justement de délivrer ces camions-là sur la base de la contrainte? Est-ce qu'il n'avait pas le choix parce que nous étions dans un régime d'exception? C'était un moment particulier avec des cas de mort, chacun craignant aussi bien, et dans son cas, pour sa vie et pour ses intérêts, notamment économiques. Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Justement, la réquisition procède d'actes administratifs. Est-ce que ça avait suivi la démarche ou est-ce que c'était comme Mamadou Sylla, on est venu avec des armées et donnez-nous les... Vous savez comment ça se passe? Dans ces moments de folie-là, c'est important d'appréhender le contexte dans lequel les gens... Ça devient pas une réquisition, c'est un braquage. Ils agissent. Justement, ce sera intéressant d'appréhender le contexte. Et c'est tout l'enjeu, c'est tout l'intérêt d'entendre un KPC. Il est autant un homme qui a une entreprise qui prospère, plutôt prospère en Guinée, mais aussi qui développe une initiative particulière, une initiative humanitaire. C'est notamment avec la fondation KPC, sans parler d'autres formes d'actes qu'il y a. Et donc, dans ce contexte-là, c'est bien, pour lui-même d'abord, d'être entendu dans ce procès-là. Et encore une fois, si désormais on requiert sa comparution, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments et c'est bien qu'il puisse comparaître et de comprendre cette démarche dans la logique de clarification des faits qui ont caractérisé le 28 septembre. Il n'est pas le seul par ailleurs. Mais avant cela, je veux quand même vous appeler à voir cette image. Je dis que l'être humain est très profond. Très, très profond. Ah, tu comprends maintenant? Très profond. Ce qu'un homme... Il sait de quoi je parle, Tamba. Et moi, je suis souvent très surpris. Des grandes gueules. Moi, je suis souvent très, très surpris. Parce que quand je crois à quelqu'un, je fonce parfois comme un idiot. Je fonce tête baissée, je m'engage pleinement. Quand je crois que c'est juste, quand je crois que la personne elle est droite, je fonce vraiment tête baissée. Et ça fait que je ne soupçonne pas parfois ce dont les gens sont capables pour tromper ou même pour faire du mal. Regardez cette image. Imaginez 100 corps d'êtres humains entaillés. Certains sont simplement perforés et empalés dans des camions. Waouh. Heureusement tu n'as pas fait ta formation militaire, mon Tamba. Mais Lamine,
Lamine, c'est là que je me pose la question et il nous faut vivement savoir ce qui s'est passé le 28 septembre. Il nous faut vraiment savoir ça. Ouais, bien. Pas que pour nous, mais ceux qui ont agi devraient pouvoir répondre. Ouais. Pour quelque intérêt que ce soit. Ceux qui ont agi doivent répondre. Et il y a pas mal d'interrogations qui sont restées sur les 13 années dernières. Il parlait du transport judiciaire. En 11 ans, sous Alpha Condé, il n'y en a jamais eu. Ouais. Il n'y en a jamais eu. Les procès est carabiné, mon cher Tamba. Il est absolument profond. Ouais. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on commence à demander à des gens de prendre la parole. Et il n'est pas le seul, et ce n'est plus un secret. C'est pourquoi je me permets d'en parler ce matin. Lamine, tu le sais, depuis quelques semaines déjà, nous savons qu'une commission rogatoire a été dépêchée vers le général Sekouba Konaté du côté de la France. Il a été entendu par des OPJ du côté de la France à Paris. Et je ne sais même pas si c'est encore terminé, mais sur plusieurs jours, il y est allé. Ouais. Il a été interrogé. Depuis plus de 2 semaines maintenant. Justement, depuis plus de 2 semaines, nous savions qu'il devait y être, mais maintenant que le fait est sur la place publique, parce que j'ai vu que Cellou Dalein Diallo l'a mentionné hier, justement, chez nos confrères, justement, Lamine, le général Konaté, justement, s'est déjà prêté à cet exercice. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que c'est la meilleure des voies? Pourquoi une commission rogatoire? Je me pose la question. Parce que, en termes clairs, une commission rogatoire est prise lorsqu'un juge permet à un autre juge ou à un officier de police judiciaire ou à des officiers de police judiciaire d'aller instruire un dossier, de rechercher des informations sur un dossier précis, sur une affaire précise. C'est cela une commission rogatoire. Mais est-ce que Konaté n'aurait pas pu rentrer au pays pour répondre ici devant notre tribunal, pour répondre devant la justice de son pays, pour savoir ce qui s'est véritablement passé? Parce que, et c'est là toute la difficulté, c'est le troisième niveau que je veux aborder, Lamine. Vu qu'il n'est pas le seul, il y a même des journalistes qui ont affirmé des choses. On a évoqué le cas de Mandian Sidibé qui a affirmé un certain nombre de choses. Ça ne m'étonnerait pas que l'on lui dise « Viens répondre devant ». Mais la difficulté, c'est la troisième chose que je dis, c'est la thèse de Dadis, c'est la thèse du complot. Je l'ai dit plusieurs fois, voici un monsieur qui, jusque-là, et je pense que Mara, c'est ce qui a plaidé en sa faveur, Dadis est présenté comme quelqu'un de naïf. Naïf, bien entendu, pas au sens négatif du terme, mais vraiment au sens où l'on dit il croit vite, il croit tout le monde, plus ou moins innocent, vous voyez. Et donc, c'est quelqu'un qui est toujours présenté comme quelqu'un de naïf et qui dit, c'est pas moi, il y avait un complot, Alpha et Konaté et Toumba, ils se sont levés, donc ils ont fait ça pour me salir en vue de prendre le pouvoir. D'accord. Mais étayer, même si la théorie du complot est souvent, les théories du complot sont souvent très séduisantes, mais les étayer posent un véritable problème. Il a certainement cru que ce serait une promenade de santé, il va venir prendre la parole, et tout le monde entendrait cela, en oubliant une chose, Lamine. Les Américains le disent souvent en matière de communication. Perception is reality. Ce que les gens pensent, l'image que vous renvoyez d'eux, va davantage déterminer ce qu'ils vont croire ou ne pas croire. C'est pas les faits qui vont importer tout au plus. Tamba, il a bien... C'est pas les faits à la base. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est l'image que vous avez pu renvoyer. L'image que vous avez pu renvoyer. Et cette image se construit à partir d'un ensemble de faits. Vous-même d'abord, le contexte qui joue, les discours, il y a tout ça qui se construit autour. Et c'est la difficulté que nous avons, que lui, par exemple, il a aujourd'hui. Une thèse comme ça impliquerait la communauté internationale. Ça impliquerait la communauté internationale, ça impliquerait des câbles diplomatiques. Mais comment fait-il pour étayer ça? Il ne s'agira pas de dire, c'est la communauté internationale. Vous-même, vous voyez ce qu'ils ont fait. Vous voyez ceci, il faudra le prouver par des communications et par des éléments tangibles qui vont permettre de soutenir une telle démarche. Mais je termine avec cette phrase. Je dis encore une fois que si l'affaire de Marokana est prouvée, Dadis. Les carottes sont cuites. Dadis. Bien, on a bien compris, hein, mon cher Tamba.
Bien, bonjour Madame Hiro et bienvenue. Lamine. Voilà. Merci. Voilà, les carottes seront cuites si c'est prouvé. Oui. Parce que c'est... En fait, comme vous le disiez tantôt, Maître Paul Yomba a réussi quand même à focaliser les attentions. Comme il le disait sur lui, il a sorti cette information, même s'il a dit qu'il y a une chose qui s'est faite là-bas qu'il emportera dans sa tombe. Ouais. Mais pourtant, il faut prouver la présence du capitaine Dadis à Marokana. Parce que des choses ne peuvent pas se dire comme cela à la barre sans que vous ne puissiez étayer ça par des preuves. Les autres avocats l'ont dit que cette information n'a jamais été versée au dossier. Qu'en est-il? Est-ce que c'est au fil du procès que des enquêtes ont été menées et qu'on a réussi à découvrir que effectivement de nouveaux éléments peuvent être versés au dossier? Ces nouveaux éléments ont-ils été versés au dossier? Dispose-t-on de suffisamment d'éléments de preuve, des preuves tangibles qui puissent soutenir ces propos? Si cela est avéré, je pense que ça changerait carrément le cours du procès. Et moi j'étudie l'homme, le capitaine Dadis, ces derniers temps. Je me dis que la vie, en fait, il y a de ces choses, quand vous êtes dans le feu de l'action, des choses vous n'apprenez pas. C'est comme Ahmed le disait ici, que les faits n'enseignent pas, c'est les conséquences. Je ne sais pas comment il dit. Ouais. C'est les conséquences des actes. Non, toi, tu parles bien français, il dit conseil, pas, c'est conséquences qui conseillent. Ah ouais, c'est conséquences qui est en train de conseiller. Parce que, en fait, Ahmed Kamara. Ahmed Kamara, oui, Ahmed Kamara. Ce que je voulais dire, c'est le calme du capitaine Dadis, qu'on s'est surchauffé parfois, mais malgré ce calme-là, de temps à autre, il sort de ses gonds. Il n'arrive pas vraiment à rester calme, paisible, suivre le fil des choses tout le temps. À chaque fois que vous sortez quelque chose qui ne lui plaît pas, même s'il dit je n'ai pas de réponse à cette question, il suffit juste d'attendre la fin de la phrase. Par la suite, il va réussir à développer d'autres choses. Il suffit que parfois il faut que le président lui dise: Monsieur Kamara, soyez calme, répondez juste aux questions posées. C'est pour vous dire que dans la vie, je pense que Dadis, on peut le voir naïf, facilement influençable. Hier, j'en parlais avec un collègue. On se dit que c'est l'entourage juste qui a réussi à le mettre dans toute cette situation. Parce que c'est se dire, il est venu au pouvoir, comme le général Conté est venu au pouvoir en 84, après le décès du président Ahmed Sékou Touré. Il a fait combien d'années? 24 ans au pouvoir. Dadis va venir, il va dire, bon, je vais faire la transition et partir. Son entourage va dire, mais tu es maudit. Tu es arrivé comme Lansana Conté. Lansana Conté a fait 24 ans. Comment vas-tu faire juste une transition de quelques mois ou de quelques années et puis tu vas rendre le pouvoir? Et c'est ce qui va changer la donne. Et je pense que c'est ce qui aussi c'est ce qui caractérise la force intérieure d'un homme. C'est se dire, je vais faire ceci, et quel que soit le tumulte autour, que vous réussissiez à tenir parole. Et c'est dans ce contexte que se situe aujourd'hui le président, le colonel, je veux dire, je parle le colonel. Le capitaine Moussa Dadis. Il a refusé de devenir même pas le capitaine, l'actuel président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Il se situe en fait au début de la situation de Dadis d'alors. Il y a des gens qui vont lui dire, mais tu es jeune, tu es en train de poser de bons actes, tu es en train de construire des infrastructures et tout, tu as fait quelque chose d'extraordinaire qu'aucun Guinéen n'a réussi à faire, qu'aucun président n'a réussi à faire. La Guinée est touffue d'histoires de violence. Pour la première fois, tu as réussi à organiser un procès. Tu es sur la bonne voie. Reste. C'est comme ça qu'on détruit l'histoire des hommes, des grands hommes. Et pour être grand, pour être réellement grand, il faut savoir dire non. Savoir dire non à ces sirènes, comme le disait Frédéric Fassal, aux sirènes révisionnistes, aux sirènes qui sont là, en fait, qui ne font pas de bruit à cause de vous, mais pour leur intérêt personnel. Et c'est ce qui est arrivé au capitaine Dadis. Il a dit qu'il reste. Si je veux, je reste. Si je veux, j'enlève ma tenue, je me présente. Et nous vivons les conséquences là aujourd'hui. Parlant du cas de KPC, nous avons souvent suivi, par exemple, un policier qui est en détresse, qui a perdu son moyen de déplacement, qui arrête avec le pistolet un citoyen dans son véhicule et vous dit je réquisitionne. C'est dans le braquage. C'est dans le braquage que ça se fait, mais c'est pour les besoins d'une mission, quelquefois d'État. Mais dans le cas du 28 septembre, est-ce que c'était une bonne mission? C'est la question à se poser. On peut réquisitionner les véhicules. En fait, nous sommes dans ce studio, nous analysons, nous faisons des hypothèses, nous orientons quelquefois, nous disons ça pouvait être comme ci, ça pouvait être comme cela.
est-ce que ces camions ont été pris par les autorités à l'époque sans le consentement de KPC? C'est la question qu'il faudra poser plutôt. C'est là qu'il faudra mettre de la lumière. S'il se trouve que c'est lui-même qui a proposé son service, c'est autre chose. Mais dans un État, quelquefois l'État ne vous demande pas. On a écouté le cas de Mamadou Sylla qui parlait, comment Toumba a expliqué lui-même qu'ils ont débarqué sur Mamadou Sylla pour dire ils ont pris. Là, ce n'est plus la faute à la personne, au propriétaire. Là, c'est ceux qui sont venus. Mais il a même exigé une décharge. Mamadou Sylla a exigé une décharge. Oui, pour se décharger. Il exige une décharge pour se décharger, pour dire que il n'était pas partant, c'est pas parti de son initiative. Je pense que c'est là qu'il faudra faire la lumière dans le cadre de l'intervention s'il y a eu des camions de KPC. Parce qu'il faut voir ça dans des films, comme dans l'histoire du Rwanda, pour savoir qu'on peut mettre des corps dans des camions et les transporter. Il y a également et je pense qu'il a fallu du temps pour qu'on puisse vraiment comprendre que ça a été possible en Guinée. On a vécu des horreurs le 28 septembre. Je pense qu'il faut faire de la lumière. C'est comme du temps, des nazis. Il y a également les travaux de rénovation du stade qui avaient été accélérés au lendemain de ces événements. Il y a également des questions à se poser à ce niveau. Je ne sais pas si c'est KPC qui avait bénéficié de ça. Donc au-delà des camions, il y a également cela. On peut dire, bon, c'est une entreprise qui a bénéficié d'un contrat. Mais il y a énormément de questions, des liens de cause à effet qui vont être recherchés par des magistrats. Puisque à l'époque, des enquêteurs avaient quand même besoin de comprendre un peu ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, peut-être avec les traces du sang. Ne serait-ce que cela, on aurait pu avoir quelques indices. Cela, je crois, n'a pas été permis. Les travaux avaient été pièce à conviction, on appelle ça comme ça. Voilà. Donc, je pense que ça va pas être facile. Pour les magistrats de mettre à la lumière, ou disons de mettre à la disposition de la population cette vérité-là autour non seulement des corps, mais également de ce qui s'est réellement passé. Donc on va naturellement coincer les accusés en fonction des témoignages qui sont faits. Et c'est le cas malheureusement de Dadis qui a encore du mal, au-delà des grandes déclarations, à apporter des éléments. Parce que tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire des coupures de presse, ce qui a été dit par X ou Y. Je pense que ça, ce n'est pas suffisant. Apprendre quelque chose aux Guinéens comme les grandes gueules. Même si pour l'instant on n'a aucun élément de preuve, mais ça sort de l'ordinaire, ça, parce que personne ne pouvait l'imaginer il y a quelques années derrière nous. Je crois que ces avocats qui ont déjà beaucoup de problèmes avec un client assez compliqué doivent davantage travailler à retrouver ces éléments-là pour étayer leur ligne de défense. Voilà, mon cher Jacques. Très rapidement, pour un peu étayer ce que Mme Hiro disait sur le changement de comportement de Dadis en 2020, en parlant de l'influence, certes. Tu n'es pas un psy quand même. Oui, mais elle a quand même dit, elle a quand même bien expliqué. Tu n'es pas un psy quand même, attends, tu peux me laisser parler? Bah oui, c'est ce que Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Je te connais quand même. Je peux être un psy, je peux être même un voyant. Hein. Ok. Voilà. Pendant qu'on y est, vas-y. Donc, pour le cas spécifique du changement de comportement, Mme Hiro, mon ami américain, pas moi, un ami américain, m'expliquait que ce qui a certes poussé Dadis à vite opérer ce changement de comportement, c'est finalement son goût à chaque fois jauger le public, c'est-à-dire les bains de foule. Vous savez, les bains de foule sont très dangereux en période de transition pour un président. Lorsque vous, à chaque fois, vous jaugez votre popularité auprès de la population, ça vous donne goût à rester parce que vous vous dites que je suis extrêmement populaire. À chaque fois que je sors, c'est des foules, des masses qui sont dans la rue. Ça veut dire que même si au début, c'est comme le colonel aujourd'hui. Ça devient un peu l'adrénaline. Ça devient un peu l'adrénaline, vous comprenez? Ça devient un peu la maladie qui va vous pousser finalement à l'hôpital. Donc c'est comme ça se passe. Donc, je pense que il est conseillé, c'est ce qu'on conseille certes au colonel en ce moment, ne te fais pas trop une proximité avec la foule, sinon ça risque de jouer sur tes décisions. Ça a été un peu le cas d'Alice. Vous vous souvenez, chaque semaine, il était dans les rues, il jaugeait sa popularité. C'est d'ailleurs à la faveur de cette jauge à Kaloum qu'il a fait cette déclaration, à Boulbinen, qu'il a fait cette déclaration, qu'il a poussé aujourd'hui là où il est. Donc je pense qu'à un moment donné, c'était un peu ça. Au-delà de son entourage. Vas-y. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Ce que je crois fermement, c'est que personne ne reste intact
après avoir goûté au pouvoir politique à ce niveau-là. C'est vrai. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui peut rester intact. Les grandes gueules. Croyez-moi, Moussaïro. Il y a des exceptions. Croyez-moi. Mandela. Mais même lui. Les grandes Je te donne un gueules. exemple tout bête. Tu es un père de famille. Ceux qui dépendent de toi, c'est ton épouse, tes enfants. Et peut-être la famille. Mais tu te retrouves à un niveau où tout le monde, presque, dans le contexte guinéen par exemple, tout le monde accourt vers toi, te fait la courbette. Forcément, tu te sens, c'est même pas pousser des ailes. Forcément, tu te sens investi de quelque chose de nouveau, de totalement inhabituel. Paranormal. Comment tu gères ça à ce moment? Ça, c'est un problème. C'est ça. Mais je dis encore une fois, moi, je ne pense pas que Dadis s'est changé. Moi, je pense qu'il est dans une continuité comportementale, une véritable fidélité à qui il est. Suivez seulement les vidéos d'avant. Comment il parlait. C'est différent, hein? Mais je vais vous dire. C'est une stratégie. En fait, il y a une base comportementale, il y a une base caractérielle qui n'a pas changé, à mon avis, qui est restée la même, bouillant, sanguin, impulsif. Il fait des efforts. Même ici, ce qui se passe. C'est pas d'effort, hein. Même ici, ce qui se passe. Mais tu l'entends crier parfois, même hier, il criait. Bien. Donc, je pense qu'il est dans ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, ce qu'ils disent, disons, coup d'État, on n'en veut plus, d'accord? Mais regardez bien le pouvoir et regardez le profil de Konaté, regardez le profil de Dadis. Méfions-nous de la chose politique quand tu n'y es pas apte. Bien. Parce que tu fais plus de dégâts. C'est pourquoi je dis souvent ici, connais-toi avant d'accepter même un poste ou d'aller chercher un poste. Voleur de sauce, voleur de viande dans la sauce de sa mère ou les boulettes. Bon, moi c'était le poisson. Donc, quand tu t'habitues à ça, Lamine, toi, ministre de l'économie et des finances, ou bien tu es chef banquier. Non, quand tu es voleur, ne va pas là-bas pour le bien de nous autres. Ouais, c'est même une maladie à la fin. Donc c'est pourquoi je dis, connaissez-vous avant d'accéder à des choses. Dadis s'est fait du mal. Il ne pouvait pas être président particulièrement pour la Guinée. C'est comme ça, être bon président et être Dadis, c'est comme ça ils sont. Bien. Et vous voyez bien que ça c'est aussi une leçon, pour chacun de nous. Mais je dis encore une fois, allons à des emplois, allons à des travaux qui nous ressemblent. Ouais, le profil. Parce que autrement, on va faire des dégâts. On va faire mal aux gens. Et c'est ce qui conduit à ce type de massacre où on empile des hommes comme les poulets de grippe aviaire là, qui sont tombés dernièrement. On creuse à des tracteurs, on creuse la terre et on enfuit tout ça. Tu n'as pas fait ta formation militaire. Mais Lamine, je veux même pas. Si c'est comme ça. Voilà. Si c'est comme ça, il faut pas. Parce que je ne sais pas comment on va rester humain. Je ne sais pas comment on va. On va rester humain après ça. Tu veux nous dire des choses là? Non, mais non. Vous l'avez fait? Oui. Eh bien oui, j'ai fait ma formation. Donc vous avez enfui des cons? Non, pas du tout. Non. En fait, c'est le mental, ça se prépare tout ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, mais en fait, c'est que vous voyez les cadavres, ça c'est ancré dans la tête, c'est comme si c'était des obstacles en fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous faites marre ça de quoi je parle. Voilà. Allez, vous restez avec nous sur Espace. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Espace Talent. Pour cette nouvelle rentrée, Radio Espace vous surprend une fois de plus. Radio Espace. Devenez animateur ou animatrice de votre radio. Radio Espace donne l'opportunité à ses auditeurs et auditrices de devenir les futurs animateurs de leur radio. Vous êtes passionné du métier? Vous avez un talent en vous? Faites découvrir votre talent aux autres auditeurs de Radio Espace. Et offrez-vous la chance de devenir les prochains animateurs ou animatrices de la plus lionne des radios, la saison prochaine. Espace.
dépôt des dossiers au siège de Radio Espace à Matoto. Radio Espace, la radio officielle des talents. Radio Espace Guinée. Le pouvoir rend fou. L'argent rend fou. L'amour rend fou. La télé rend fou. Le foot rend fou. Twitter rend fou. Mais moi, ça va. J'ai assuré ma tête et mon nombril. Et quand il n'y en a pas, le manque de pouvoir rend-il fou? Le manque d'argent rend-il fou? Le manque d'amour rend-il fou? Le manque de télé, le manque de foot rend-il fou? Le seul choix qui ne rend pas fou, c'est le chiffre 99,799. Radio Espace Guinée, avec vous. 99,799. Et partout dans le monde, sur Apple Store et Android. Événement Adafo Média. Mini Libre en région. La meilleure émission interactive de la bande FM en Guinée. Pour sa première hors de la capitale, l'équipe en or d'Adafo Média a choisi Bokeh. Toute la semaine du 23 janvier, prenez la parole sur des sujets qui font l'actualité, avec des numéros réalisés en direct des studios de Radio Espace Kakandé. Et pour clôturer le tout en apothéose, une émission spéciale grand public en face des autorités locales et des citoyens de la région, dans l'amphithéâtre de l'Institut Géomine de Bokeh, samedi 28 janvier à partir de 15h. Semaine spéciale Mini Libre à Bokeh, dès le 23 janvier, 4h45. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Mesdames et messieurs, à 10h, on s'intéressera aux vrais gens, mise en œuvre du contenu local, les faits au-delà donc des prescriptions. Tamba s'est intéressé à ce dossier et puis on s'intéressera aussi à cet autre dossier, accès à la magistrature, des soupçons d'irrégularité donc dans le concours. Mohamed Mara s'y est intéressé, d'autres sujets évidemment à voir avec nos chroniqueurs. Les grandes gueules, on revient à 10h.